Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Thomas Selnick, un pianiste globetrotter ayant accepté d'explorer avec nous son rapport à la musique. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous présente cet épisode d'Écolocation dans lequel nous parlons de partition, de divinité et de rencontres. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Écolocation. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Thomas Selnick, une connaissance du réalisateur ici présent Alexandre, et que je vais pouvoir interviewer pendant quelques instants. Thomas, comment ça va? Bonjour, ça va super. J'étais bien reçu avec du thé chaud quand je suis arrivé. C'est parfait. Bon, on essaie un peu de faire les choses bien, Écolocation Podcast. Alors, Thomas, est-ce que tu peux te présenter vraiment en quelques mots aux auditeurs? Alors moi je suis Thomas Selnick, j'ai 30 ans, j'habite en région parisienne à Montreuil depuis peu et je suis pianiste de formation classique et jazz. Donc, j'ai étudié au conservatoire et dans une école de musique qui s'appelle l'EDIM à Cachan, donc en région parisienne aussi. Depuis quelques temps maintenant, je fais pas mal de percussions aussi parce que j'y trouve beaucoup de liens avec le piano et ça m'a ouvert beaucoup de portes musicales. Donc je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Et voilà, niveau musique, moi je joue surtout du jazz, du reggae et de la musique afro-cubaine. Voilà à peu près où j'en suis. Merci beaucoup Thomas. Tu parles des musiques qui te parlent. Justement, c'est la première question, tout simplement. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Quels artistes te font vibrer? Quels sons te parlent? Alors en ce moment j'écoute, je suis un peu monomaniaque des albums. C'est-à-dire souvent quand j'écoute un album, je vais écouter que cet album-là pendant, je sais pas, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines parfois. Donc j'écoute beaucoup de fois la même musique, mais j'écoute pas forcément plein de trucs différents tout le temps, quoi. Ok. Et là, par exemple en ce moment, j'ai beaucoup écouté un album de Maloya. J'étais voir un concert à Montreuil il y a pas longtemps d'un groupe qui s'appelle Nenen. Ok. Non, qui s'appelle Grand Sorcier, l'album s'appelle Nenen, voilà. Et ça c'est du Maloya, donc c'est de la musique de la Réunion, qui est mixée avec un peu du free jazz, et il y a un côté très trance dedans. Et j'ai adoré le concert, j'étais vraiment par hasard. Et là depuis, donc c'est une semaine, j'écoute essentiellement ça, quoi. Cet Ok. album en boucle. Mais après j'écoute aussi beaucoup de jazz, jazz contemporain. Surtout j'aime bien tous les musiciens new-yorkais de maintenant. Et j'écoute aussi presque tous les jours des musiques, des chants yoruba là, de la santeria cubaine, dont je joue les tambours. Et donc, ouais, c'est quelque chose que je joue avec mes groupes aussi. Et du coup, j'en écoute énormément. Ok. Alors c'est extrêmement riche et aussi précis. Ça fait plaisir. Je sais pas. Il y a plein de termes que j'entends assez rarement, donc j'ai un peu te questionner sur tout ça. Bien sûr. Tout d'abord, là, tu me parles donc, comme on a dit, de Maloya. Tu me parles de jazz new-yorkais, Mhm. de Yoruba. Comment tu découvres tous ces artistes-là? Par exemple, Grand Sorcier, comment tu as découvert cet artiste? Alors, Grand Sorcier, en fait, là c'est vraiment tout simple, c'est un ami qui me disait: ah, il y a un concert ce soir à côté, c'était pas loin de chez moi, j'y suis allé. Par contre, en Ok, fait, j'avais regardé quand même, en fait, dedans, c'est les musiciens d'un groupe qui s'appelle Transcabar, qui est un groupe de Maloya aussi, dans lequel le chanteur s'appelle Daniel Waro. Pardon, c'est pas Daniel Waro, c'est Jean-Didier Waro. ok. Daniel Waro, c'est un autre très très grand chanteur de La Réunion, mais c'est pas, je suis pas sûr qu'ils soient de la même famille. Et donc, ils ont le même nom de famille, mais c'est pas Ça forcément. s'écrit pas pareil. Ah bon, non, c'est bon. Et en plus, il me semble que Waro, c'est un nom qui est assez répandu à La Réunion. Ok, Donc, bref. Mais en fait, Jean Transcabar et Jean-Didier Waro, je les connaissais parce que en fait, j'étais amené au Maloya par. Enfin, j'en ai pas joué moi-même personnellement beaucoup, mais dans l'école où j'étais, les DIM, en fait, il y avait beaucoup d'élèves qui venaient de La Réunion pour passer leur diplôme, ce qu'on appelle le DEM, qui est un diplôme reconnu par l'État, dans cette école-là. Parce qu'il me semble que l'école où ils étaient à La Réunion leur permettait pas d'avoir ce diplôme, ils doivent venir en France métropolitaine. Donc on a côtoyé beaucoup de ces Réunionnais qui sont des bons amis, il y en a certains avec lesquels j'ai commencé le groupe là, que j'ai maintenant qui s'appelle Abadjadé. Donc ça fait des années que j'écoute du Maloya, il y a plusieurs personnes de mon groupe là d'ailleurs qui en jouent.
J'ai un très bon ami à moi, guitariste, qui est devenu complètement fou de Maloya et tout ça. Donc, bref, j'en écoute quoi. C'est pas quelque chose que je joue, j'en ai un petit peu joué, mais pas beaucoup. Par contre, j'en écoute. Donc là, c'était vraiment un hasard, quoi. Ah, c'est super quand même comme expérience. Le hasard fait bien les choses tout de même. Ah bah ouais, ouais, complètement. Moi, ça m'a appris. En fait, quand j'ai commencé à jouer avec eux, c'est la première fois que je jouais même dans un ensemble où il y avait des percussions. Toi, moi, je faisais vraiment. Avant, je faisais du classique, ensuite, j'ai fait du jazz, mais là, je me retrouve en fait, à découvrir vraiment ce que c'est une musique traditionnelle avec des gens qui la vivent au quotidien, c'est-à-dire, tu vois, on faisait des résidences, on fait à manger et tac, ils se mettent à chanter et puis tac, on chante les morceaux. En fait, c'est très spontané, quoi. C'est pas. Bon, après, c'est aussi. On fait des répétitions et on travaille sérieusement, mais il y a aussi plein de fois où la musique sort spontanément et ils avaient un répertoire commun de morceaux qu'ils connaissent. Mhm. Et du coup, ouais, toi, on serait là en train de prendre l'apéro, tac, tu commences à taper dans les mains comme ça, et tu peux chanter. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver à Cuba aussi, avec la rumba, qui est un style de musique assez spécifique de La Havane, Ok. et bon, d'une autre ville qui s'appelle Matanzas à côté, mais voilà, c'est surtout ces deux villes-là. Et c'est pareil, c'est une musique populaire où en fait t'as que du chant et des percussions. Mhm. Parce que c'était aussi des musiques qui ont été interdites pendant un bout de temps. Par exemple la rumba. Donc ça, la rumba, c'est quelque chose que j'ai été étudier plusieurs fois À Cuba? à Cuba. Ok. J'ai été 3 fois là-bas et je suis en contact, j'ai plusieurs amis, des très bons amis là-bas. Et donc la rumba, en fait, à un moment, c'était interdit. Ils avaient pas le droit d'en jouer. C'est vraiment des musiques afro-cubaines, tu vois. Ouais. Donc c'est plutôt les milieux noirs qui jouaient ça. Et en fait, il y a plein de... Pendant une longue période, c'était interdit. Ok. Donc en fait, ils jouaient, genre les tambours, en fait, c'était par exemple une chaise sur laquelle ils étaient assis, ou ils jouaient avec des cuillères ou des trucs comme ça pour que, en fait, si la police arrive, ils disent ah non, on n'était pas du tout en train de jouer, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de. Et dans C'est dingue. le Ils ont réussi Maloya, à c'est créer de la pareil. musique malgré la surveillance et les interdictions. Complètement, ouais. Ok. Et du coup, j'imagine que ça a dû te transformer aussi, parce que bah, quand tu peux pas avoir une guitare ou un truc comme ça, et que t'as pas le droit de jouer ta musique, elle doit être cachée, tout ça, ça doit influer sur comment la musique se perpétue et se développe, quoi. Bah, sûrement, ouais. Et là, moi, il y a un élément enfin, que je trouve très très beau, mais qui m'a vraiment enfin, interrogé. C'est quand tu me parles de ces personnes qui font, enfin, avec qui tu fais de la musique en Mhm. groupe, qui commencent à faire de la musique enfin, spontanément en fait. La musique qui est intégrée vraiment à leur quotidien. Et donc, moi, je me demande, certes, pour eux, la musique est vraiment, ça fait partie de la vie, du quotidien, mais toi, comment la musique est, comment dire, a intégré ton quotidien? Quelles étaient les premières musiques que tu as entendues dans ton enfance, celles que tes parents écoutaient? Euh, En fait, moi, alors ma mère, elle faisait du piano, donc à un niveau amateur, mais il y avait un piano, toi, à l'époque, j'habitais à Paris dans un petit appartement, du coup, dans la chambre où j'étais, c'est là où il y avait le piano, du coup, j'ai entendu jouer. Et ils écoutaient beaucoup de musique, quand même, mes parents. Ils en écoutent toujours pas mal. Tu vois, ma mère, après des années, là, elle s'est inscrite dans un conservatoire pour faire de la guitare, donc elle s'est remise au piano. Et mon père, il nous a beaucoup emmené voir des concerts aussi, ça, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Ok. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on écoutait? Il y avait beaucoup les Beatles, Simon and Garfunkel, ce genre de trucs-là, mais Ah, trop aussi bien. Bob Marley, il y avait du jazz, Bill Evans, et aussi des trucs de rock, ça par exemple, j'étais voir en concert, Deep Purple, ce genre de trucs-là. Attends. J'ai rigolé innocemment, mais t'as dit Deep Purple? Ouais, T'as vu t'aimes le... bien, t'aimes bien ça? Alors, là, j'avoue un peu mon manque de connaissances. Je connais parce que ce sont des légendes. C'est vrai que c'est des légendes, quoi, du rock et hard rock. C'est juste ça. Mais Je classe. les ai vus 3 fois en concert, ouais, je pense. Trois fois. Bon, après, il y a des fois, c'était la fête de l'UMA, tout ça, mais Ouais. ouais, au Zénith et tout. Ouais, ouais, ça fait partie des trucs que j'ai pas mal écouté. Donc, ça, c'est dans mon enfance de mes parents. Ok. Et après, au lycée, j'écoutais pas mal de classiques aussi. Attends, mais comment tu fais genre la jonction? Après, tu dis que ta mère écoutait, enfin, jouait beaucoup, Mhm. enfin, beaucoup à un niveau amateur, mais elle appréciait beaucoup le piano. Mais comment tu t'expliques ce passage du Deep Purple, enfin, Simon et Garfunkel, tout ça, à un registre beaucoup plus classique? Bah, parce que je pense. Je réfléchis en même temps que je parle, hein, mais on devait écouter du classique aussi, peut-être même. Tu vois, j'ai des souvenirs dans la voiture, de trajet en voiture, on écoutait du classique, je saurais pas dire quoi.
Après, je pense que c'est quand j'ai commencé le piano aussi. Donc ça, j'ai Hmm. commencé le piano en cinquième. J'ai commencé forcer le piano d'ailleurs, hein. Je voulais pas du tout faire du piano. Mais non. Et c'est vraiment, si quand même, tu vas faire du piano, tu vas voir ça. Bon, moi, ok, je fais du piano. Puis en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une excellente prof qui s'appelle Elisabeth Hanscooter, qui était donc ma première prof de piano en cours particulier, et qui est aussi compositrice de musique de film. Waouh. Et elle, elle a vraiment su bien me gérer, de pas me faire faire des choses qui allaient trop me rebuter, tout en me donnant quand même un bon bagage de solfège, des trucs théoriques, tout ça, mais vraiment de m'insuffler le plaisir de travailler, de m'ouvrir à du répertoire. Et c'est ce que j'essaye aussi, parce que je donne aussi des cours, donc c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves. Toi, le solfège, c'est quelque chose. Bon, je fais une mini digression là, mais Oui, c'est. oui. Bon, tu peux faire la digression parce que le solfège, c'est un sujet à part entière. Le solfège, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour faire de la musique. C'est vrai? Par exemple, je parlais de mes potes qui font du maloya ou de la rumba ou dans le jazz. Dans le jazz, t'as plein d'excellents musiciens qui savent pas te lire une seule partition, quoi. Par exemple, il me semble bien que Chet Baker qui est un des trompettistes légendaires du jazz, il savait pas lire la musique. Waouh. Euh, donc c'est pas quelque chose qui est fondamental pour faire de la musique. Par contre, après pour faire du répertoire classique, euh, c'est quand même bien de savoir lire des notes, de comprendre l'harmonie, tout ça. Voilà, comme mes potes cubains, ils savent, il y en a plein. T'en as certains qui sortent d'école de musique, parce qu'à Cuba, t'as aussi une très grosse tradition. En fait, ils avaient des profs russes quand il y avait les Russes à Cuba. Donc, ils ont une excellente école de musique classique avec des professeurs russes. Donc, à Cuba, les C'est musiciens incroyable. sont excellents, quoi. Les conservateurs cubains. Et donc, là, du coup, ils se tapent du solfège, tout ça, et du répertoire classique à donf. Mais ça, c'est pas ceux qui font, par exemple, la rumba ou les bata, ou là, c'est C'est un autre. plus peut-être populaire. Ça, effectivement, c'est plus populaire. Et du coup, eux, ils savent. Pareil pour le maloya, il y en a plein qui savent pas lire la musique non plus. Et pourtant, ils jouent terrible, quoi. Hmm. Et toi, enfin, comment du coup, enfin, tu disais que bon, maintenant tu fais du piano régulièrement, ça te passionne. Mhm. Comment tu transmets pas forcément cet amour du solfège, mais enfin ce besoin, cette nécessité du solfège? En fait, je dirais que souvent, c'est bah, les élèves, tu vas leur présenter un morceau. Hmm. Et du coup, ils disent ah, putain, j'ai bien envie de jouer ce morceau. Tu leur joues, tu dis ah, il est bien. Ils disent ouais, il est cool. Mais par contre, faut le lire, quoi, le morceau. Parce que tu peux pas. En fait, sinon, c'est-à-dire que tu dois tout retenir par cœur, quoi. Ok. Du coup, dans la musique traditionnelle, les gens, ils ont des répertoires entiers par cœur, c'est impressionnant, quoi. Ils connaissent je sais pas combien de morceaux, c'est vraiment hallucinant. Ou dans le jazz, c'est pareil. Dans le jazz, c'est un truc. De toute façon, dans la musique en général, les musiciens, ils ont une mémoire qui est assez riche. Parce qu'on doit connaître plein de morceaux par cœur. Mais donc, les élèves, ouais, en fait, moi, j'essaie de leur faire le solfège qu'ils ont besoin et qui est directement corrélé aux morceaux qu'ils sont en train d'étudier. Merci beaucoup. Je Voilà. pense que beaucoup d'auditeurs te remercieront à distance, mais on est plusieurs à avoir souffert un peu de cours de solfège un peu trop rigides, je pense. Ah, le problème, c'est que moi, je me rappelle au conservatoire aussi. En fait, tu apprends des choses en solfège, puis tu travailles des choses en cours particulier avec ton prof après sur ton instrument, et tu fais pas vraiment le lien entre les deux, quoi. Hmm, hmm. Euh, Après, je pense que c'est vraiment bien, comme toi, quand tu joues du répertoire classique ou même du jazz, genre de comprendre. Parce que le solfège, c'est pas juste lire les notes, c'est aussi comprendre l'harmonie, c'est aussi Ok. développer ton oreille. Développer l'oreille, ça, c'est un des travaux fondamental du musicien. Développer l'oreille, c'est-à-dire que tu reconnais à la fois les intervalles. Les intervalles, c'est donc l'écart entre les notes. Ouais. Et à partir de la reconnaissance des intervalles, tu vas reconnaître des accords. Donc là, c'est quand tu as plusieurs notes ensemble. Et tout ça, c'est ça qui va donner l'harmonie. Donc ça fait qu'en fait, tu reconnais. Tu vois, on parlait tout à l'heure de synesthésie. Tu reconnais des couleurs. C'est comme un peintre qui va reconnaître genre le bleu, le rouge, le jaune. Et donc ça te Ah, développe énormément ton paysage mental de quand tu écoutes de la musique et quand tu vas la jouer et la créer, quoi. complètement. Ça te permet, j'imagine, ouais, d'avoir une sorte de méthodologie, enfin, ouais, une sorte de façon de reconnaître, enfin, c'est pas, En fait, la les sons, finalité, quoi. c'est vraiment une connaissance émotionnelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc analytique. Tu peux analyser l'harmonie, tout ça, expliquer c'est le cinquième degré de. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que tu ressentes quand, par exemple, on passe d'un quatrième degré à un premier degré, ça te fait une sensation corporelle. Ouais. C'est comme ou un intervalle, une carte majeure, une carte juste, pardon, ou une tierce majeure. C'est comme si tu manges une glace au chocolat ou une glace à la fraise, où c'est vraiment, t'as une sensation physique.
Ok, tu ah, vois. wow, Donc c'est physique évident et quand tu émotionnel, le dis quoi. comme ça. Mais après, bon, là, je tente ok, un lien. Tu peux me Ouais, dire, je suis là, tu vas trop loin. Mais, comment dire, ta professeure de piano était donc elle travaillait dans les musiques de cinéma, ouais, musique de film, ouais. Donc musique de pas film. forcément cinéma, ça peut être aussi ou musique de documentaire. Oh, ok. Ah, mais merci Voilà. de nuancer. Ok. Donc, musique de film. Mhm. Et en général, les musiques de film, justement, doivent avoir encore plus que les autres. J'ai l'impression, enfin, ce sentiment de. Enfin, elles doivent être chargées émotionnellement, j'ai l'impression. Pour accompagner l'image, ça doit Mhm. être grandiose, ça doit être parfois très, très, je sais pas, effrayant, etc. Est-ce que, enfin, toi, ça t'a influencé d'une façon ou d'une autre dans ton rapport à la musique? Euh, Alors je sais pas si les musiques de film doivent être d'une certaine manière. Je pense que c'est le fait de voir une image qui te fait ressentir la musique de Ah, telle ou telle on manière. projette peut-être. Voilà, c'est ça que tu Ok. projettes. Parce que tu peux avoir. Et d'ailleurs, c'est en ce moment, elle fait pas mal ça. Elle fait des conférences où elle va montrer la même scène. Et moi, en plus, j'ai vu ça aussi parce que bon, pour mon groupe, je me suis occupé de faire des montages vidéo. Et tu fais ton montage. Et en fait, t'as une scène, tu mets une musique, puis tu Mhm. mets une autre musique, et la scène, elle a rien à voir. C'est la même image, ça n'a pas bougé, mais c'est vraiment, ça a rien à voir, quoi. C'est quelque chose de différent, t'as C'est quand l'impression même d'être dans un dingue. autre endroit. Et donc, du coup, je pense que elle, moi, je me souviens en tout cas, par rapport à l'interprétation, elle me parlait beaucoup par image, tu vois. Tu sais, genre là, je sais pas, t'arrives dans un jardin, et puis t'as un petit puits avec, je sais pas, du lierre, puis t'avances un peu, et là, il y a un bouquet de fleurs, machin. Et toi, et pour faire à mesure que je joue mon morceau, elle me dit ces trucs-là, donc un truc très imagé, Mhm. parce que elle, je pense qu'elle travaille beaucoup le rapport entre bah, la musique et l'image, quoi. Et c'est vrai que quand tu te mets dans cet état d'esprit-là, ça peut être quelque chose qui t'aide à proposer une interprétation, de te faire des images, quoi. Donc c'est encore une fois, c'est l'histoire de synesthésie Mhm. où tu vas associer à la fois des images à du son, à des sensations corporelles. Bah, je pense, enfin, c'est intéressant pour moi à quel point ça ouvre la discussion, mais oui, je pense que ça, enfin, le fait d'avoir une image et de faire de la musique par rapport à ça, enfin, ça te détache de juste la partition qui parfois peut être un peu froide, Mhm. même un peu, enfin, hostile, enfin, quand on n'a pas forcément tous les codes, on voit des symboles, des chiffres, des blanches, des noirs, bon, ok, mon savoir se limite à là, Mhm. mais C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà oui, pas mal. mais c'est une approche vraiment intéressante et je suis content que ben, tu sois passé d'un enfant de cinquième Cinquième, ouais. qui commence Préado, du coup. voilà, Ouais. désolé, préado, T'inquiète. qui commence le piano un peu à reculons à ben, maintenant, enfin, quelqu'un dont c'est la passion, j'ai l'impression. Ouais, ouais, tu vois, comme quoi, c'est vraiment des trucs où je me dis, bon, des fois, il faut se forcer un petit peu, quoi. Et en fait, tu t'ouvres une porte, elle est un peu dure à ouvrir, mais après, genre, c'est waouh, quoi. Mm. Bon, la difficulté dans la vie, enfin, pour moi, en tout cas, c'est toujours de savoir à quel point il faut pousser un peu, de se dire, même dans la pratique du piano, des fois, tu te dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de pratiquer mon piano, quoi. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de sortir, d'aller voir des potes, ou lire des BD, ou j'en sais rien. Mais bon, hein, il faut aussi, hein, on a besoin de travailler tous les jours pour garder toi, les doigts agiles et tout ça. Il y a vraiment comme un sportif de haut niveau, quoi. T'as besoin de travailler régulièrement. Mais par contre, des fois, il y a des jours où ça sert à rien, quoi. Donc, parfois, il vaut mieux se dire, non, en fait, aujourd'hui, genre, j'arrive pas, et je le fais pas, et je vais faire autre chose, et puis demain, ça ira mieux, plutôt que passer 3 heures à faire du travail mal. Par contre, parfois, tu dis, vas-y, bon, je m'y mets, et puis tu fais 3 heures, et c'était très bien, et ça va le coup de se pousser un peu, quoi. Ok, Bon, donc ah, ça c'est c'est beau comme ça. pas évident. Et je reviens sur ce que tu disais sur la partition. Effectivement, il y a un côté un peu crypté, symbole, truc écrit, et même quand tu sais ce que ça représente, Mm. toi je vois des élèves parfois, en fait quand ils sont en train de lire leur partition, ils oublient qu'ils sont en train de faire de la musique. C'est-à-dire ils sont concentrés sur dire ok je dois jouer manoir, après c'est un ré, après c'est un fa, et en fait ils oublient qu'ils sont en train de jouer une mélodie, et qu'en fait la partition, pour moi, c'est un aide-mémoire, en fait. C'est que le morceau, le but ultime, c'est de le connaître par cœur et de ne pas avoir la partition, quoi. Mais si t'avais pas de partition pour apprendre un morceau, c'est-à-dire, soit tu relèves tout d'oreille, et ça peut se faire, hein, tout se fait ça, mais ça prend vachement de temps, et puis si ton oreille n'est pas très bien développée, développée, ça veut dire cette histoire de bien entendre les intervalles, les harmonies, etc., ça va être compliqué, quoi. Ah.
Et en plus, ce côté mémoriser un morceau, parce qu'en classique, t'as des pièces qui font 7-8 minutes ou plus. Oh là là. Même une pièce de 4 minutes qui est bien fournie, bien dense, pour se rappeler tout ça, bon, c'est pas évident. Et donc, la partition, le but, donc, c'est quand même de s'en détacher le plus possible, parce que quand tu joues et que t'as la partition devant les yeux, je vois même, nous c'est pareil en concert, avant, dans nos morceaux, on avait les partitions pour se rappeler des trucs, parce qu'on a tous plein de groupes différents. Mhm. Et du coup, tu passes d'un groupe à l'autre, un répertoire à l'autre, et donc on avait nos partitions, et en fait, à partir du moment où on s'est dit, on arrête de jouer avec la partition, on apprend nos morceaux par cœur. Des fois, ça arrive, des fois, t'as un oubli. Tu dis, ah là là, en fait, c'est un la bémol au lieu d'un do. Mais en fait, il vaut mieux faire un oubli comme ça une fois de temps en temps que d'être le nez plongé dans ta partition, où Mhm. là, t'oublies. En fait, tu te fermes, t'oublies d'écouter les autres musiciens, t'oublies d'écouter parfois ton propre son d'instrument, etc. Et Voilà, enfin, je on trouve. perd, on perd ce côté, enfin, communication, communion. Peut-être Complètement. on est vraiment, enfin, soi-même sur bon, ouais, cet exercice-là, enfin, voilà, qu'il faut finir et tout. Puis je pense que comme tu mobilises en fait plus ton sens de la vue, Mhm. euh, du coup tu diminues ton sens de l'ouïe par exemple. Tu vois? Ah, Parce que ok. comme tu es vraiment en train de regarder un truc, c'est comme tu vois quand tu écoutes de la musique, toi t'es avec ton casque, t'es chez toi, Mhm. en fait quand tu fermes les yeux, t'es vachement plus à fond dedans quoi. Mais alors là, tu vois, là, t'as dit un truc de dingue, un truc que j'aime bien faire, mais que je fais souvent un peu, je sais pas, je me cache un peu pour le faire, c'est que Mhm. quand je me rends à un concert et que j'aime vraiment ce que j'écoute, j'aime bien, au milieu de la foule un peu agitée, tout ça, fermer les yeux pour vraiment encore plus me plonger dans le moment, tu vois. Et souvent, quand je fais ça, ben, c'est mes meilleurs moments en concert parce que Mhm. ben, j'ai vraiment toutes les vibrations. Il y a aussi l'ambiance, évidemment, les gens qui crient, la foule en délire, tout ça. Mais le musicien, enfin, comme s'il me faisait une sorte de concert privé, tu vois. Mhm. C'est Ouais, bah, ça rentre directement intime. dans ta tête et c'est vrai que ça rend de la distance. Mais tu vois, moi, même souvent quand je vais à des concerts de jazz où j'ai un de mes profs qui aime bien faire ça, lui, ce prof-là, euh, tu le vois, enfin, c'est un de mes anciens profs, en concert de jazz, il est au fond dans un coin et il est comme ça. Donc là, je suis en train de mimer, il a la tête dans les bras, genre il a les yeux fermés, il a vraiment la tête dans les bras, il est assis sur son fauteuil comme ça. Et ouais, il va s'écouter tout le concert comme ça, quoi. Ah, c'est incroyable. Et en fait, parce que effectivement, se fermer des sens. Et alors, en fait, il se passe plein de trucs à l'intérieur de lui quand il est comme ça. Et comme toi, quand t'es dans la foule et que tu fermes les yeux, et d'un coup, en fait, tes autres sens, tes sensations, toi, à la fois, t'as l'ouïe, mais tu vas avoir aussi, comme tu parlais de vibrations, donc c'est aussi ton toucher. Hmm. Tu vas avoir les odeurs qui reviennent aussi. Et c'est vrai qu'en concert, Ah ouais, là, c'est. souvent, tu vois des artistes, ou même nous, quand tu fermes les yeux, ça y est, tu te connectes vachement avec les autres, quoi. Ah ouais. Et c'est vraiment dingue parce que enfin, tu réalises à quel point enfin, il y a une. Bon, là, c'est peut-être un peu subjectif, mais je trouve que vraiment une sorte de signature qui se démarque, quoi. Une Enfin, sorte de. une signature, Ouais. enfin, c'est évident, mais enfin, chaque artiste a vraiment son son, mais c'est un truc qui me saute aux oreilles quand je fais ça. Mhm. C'est-à-dire, ben, je l'ai fait, enfin, je sais pas, j'ai pu voir Stromae en concert, Ah, fermer trop bien. les yeux, Mhm. incroyable. Là, enfin, les sons, les saveurs se révèlent, tout ça, super. Pareil, Philharmonie, enfin, j'ai pu m'y rendre et tout ça. Au début, wow, ouais, il y a quand même beaucoup d'instruments, je comprends pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Je ferme les yeux, tout Oui, s'éclaire. ça devient limpide et. Ouais, je vois mais les images. En fait, comme tu dis, comme disait ta professeure, les images apparaissent. Et c'est ce truc-là qui est assez satisfaisant, quoi. Bah, tu vois, par exemple, bon, dans les percussions que je pratique, Ouais. là je pratique les batas. Donc les batas, c'est les tambours de la musique spirituelle de Cuba, de la Santeria. C'est une des religions de Cuba, il y en a plein d'autres, c'est les religions afro-cubaines. Du coup, ces tambours-là, donc c'est trois tambours qui fonctionnent en polyrythmie, qui sont joués par trois personnes différentes et qui fonctionnent vraiment en polyrythmie. Avec c'est une musique qui est très riche où tu as plein de passages différents et tu vas avoir un tambour principal qui va te faire des appels pour l'autre doit répondre, etc. Donc il se passe plein de trucs tout le temps, c'est pas un truc de trance qui tourne en boucle, Hmm. c'est vraiment presque comme une pièce classique quoi, tu vois. Et ça en fait pour travailler ça, des fois on se met dans le noir. Donc on est des trois et t'es dans le noir et parce qu'en fait comme ça t'es obligé, en fait si tu regardes les mains de l'autre, c'est vraiment, faut être très réactif quoi. Sur des appels, des fois t'es dans une tourne comme ça, puis à un moment il va faire boum boum boum, et là il faut répondre dim 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 dim, toi quelque chose comme ça. Bon, là je sais pas si ce truc là est ce que je viens de chanter est vraiment un truc de bâtard, mais et donc
En fait, si t'es là à regarder les mains de l'autre pour te tenir prêt à répondre quand il va faire son appel, en fait, tu vas être en retard, tu vas perdre le truc. C'est vraiment, il faut que tu sois à l'écoute, que tes oreilles soient le plus ouvertes possible. Et du coup, pour ouvrir ses oreilles, tu fermes les yeux. Et donc, travailler dans le noir, les fois où on s'est fait ça, c'est super, tu joues super bien en fait, quoi. Sauter, focus Waouh. complètement sur. C'est une technique de travail en groupe Mhm. que j'ai jamais entendu parler. C'est vrai, Et bah, oui, enfin, je comprends le raisonnement derrière. Et, enfin, donc, toi, donc, tu sens vraiment la différence, quoi. ah ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, quand tu joues comme ça, et puis même, tu te mets à. Ouais, tu te mets presque à voir toi, parfois, genre les sons, tu te mets à les voir dans l'espace, quoi, avec des lumières, avec des trucs. Bon, c'est peut-être pas, c'est pas hyper concret, quoi, mais toi, de manière abstraite, tu sens qu'en fait, quand tu fermes les yeux, c'est pas le noir total, il se passe rien devant tes yeux, quoi. Les sons viennent remplir l'espace, en fait. Waouh. Ah, ça, c'est magnifique. C'est trop cool, ouais. C'est trop cool à faire. Bah, si je peux me permettre, bah, enfin, t'en parles avec voilà, aisance, comme si c'était complètement normal. Mais enfin, Thomas, comment t'es-tu retrouvé à apprendre à jouer des tambours sacrés à Cuba? Ouais, c'est vrai que c'est loin. Des fois, je regarde en arrière, je me dis, oh là, je suis parti vraiment loin de là où je venais, quoi. Bah ouais, c'est quoi le cheminement? Alors, le cheminement. Ok, donc, après avoir pris mes cours particuliers, je suis rentré au conservatoire, j'ai fait du classique. Et j'avais après un petit groupe de lycée, mais donc là, j'étais vraiment dans la période classique. Ensuite, à la fin du lycée, là j'ai fait une prépa de physique. Donc toi, vraiment rien à voir, quoi. Waouh. J'étais pas du tout parti. J'avais envie de faire de la musique, mais on me disait il vaut mieux faire une école d'ingé et tout ça. Donc j'ai fait une prépa. Puis au bout de 2 ans de prépa, je me suis dit non, j'ai quand même envie de faire de la musique, tu vois. La vie est courte, on sait jamais ce qui peut se passer. Je vais faire ce que j'ai envie. Du coup là, je suis allé faire une école de jazz. Et dans le jazz, un des aspects vraiment importants qu'on retrouve moins dans le classique, c'est l'aspect rythme. Parce que c'est une musique, tu vois, aussi qui est née de plein de mélanges, avec notamment des origines de musique traditionnelle africaine dedans, et qu'on mélangeait ça avec des harmonies, du classique, tout ça. Et du coup, il y a vraiment un aspect rythme qui est hyper présent, quoi. Et donc, bon, petit à petit, je me mets à vraiment, il faut être bon rythmiquement, quoi. Sauf que moi, j'étais vraiment une brêle. J'étais vraiment, Ah, mince. rythmiquement, j'avais beaucoup de mal, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, bah, en fait, je vais aller me confronter à mon point faible, quoi. Et donc là, je suis allé, j'ai un pote qui donnait des cours, pas très loin de chez moi, des cours de musique mandingue. Donc Ok. là, musique mandingue, c'est Guinée, Mali, c'est par là, quoi. Donc là, en fait, tu vas avoir les djembés et t'as les instruments qu'on appelle les dundun, qui sont des gros tambours qui te font en fait l'ossature rythmique sur lequel les djembés vont accompagner et improviser. Donc je me suis mis à faire ça, c'était trop cool, là j'ai découvert. Parce qu'en plus, toi les tambours, genre tu joues fort, et du coup t'as toutes les vibrations aussi, c'est hyper agréable, quoi. Oh, Et ok. là pour le coup, moi en tout cas, au niveau débutant dans lequel j'en faisais, c'était la tourne, pendant 20 minutes tu vas faire tourner le même rythme, parce que toi t'es l'ossature rythmique et les djembés vont prendre leur solo. Ok. Donc toi t'es là, tu rentres dans une espèce de transe, il faut quand même jouer fort, t'as vraiment ton corps entier Ah, qui est habité qui est enfin, par les impliqué, voilà. vibrations, tout ça. Alors, dans le piano aussi, tu dois avoir ça, mais c'était plus difficile à ressentir. T'es assis sur ton fauteuil, tu vois, enfin sur ton tabouret. Donc, bref, je commence à rentrer là-dedans. Je fais, voilà, c'est trop bien. Donc là, je passe après dans une autre école pour continuer ces cours-là avec du coup le prof de mon pote. Ok. Euh, et puis, en fait, en m'inscrivant là, il se trouve qu'il y avait des places libres dans un cours de bata. Je connaissais pas du tout. Je lui dis, bah, c'est bien ça les bata. Il dit, ouais, c'est cool et tout. Je fais, ok, je m'inscris, je connaissais rien du tout. Punaise. Et puis là, je commence et waouh, c'est vraiment trop bien, quoi. Puis en plus, il y a l'aspect spirituel qui était vraiment fort parce que c'est des tambours sacrés euh, qui en fait donc c'est des tambours. Quand je dis sacré, c'est-à-dire que en fait ces tambours consacrés, il y a une divinité qui habite à l'intérieur. Ok. Donc c'est une divinité. Ces tambours-là, c'est une divinité. Tu peux trouver les mêmes tambours qui, on va dire, appellicola. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité, ils n'ont pas été consacrés. Mais tu as des tambours où, avec différentes cérémonies, différents rituels, tu les consacres, tu viens faire habiter une divinité à l'intérieur. Et avec ces tambours, tu vas parler aux autres divinités qu'on appelle les orishas. Donc les orishas, c'est des divinités qui sont souvent liées à des éléments de la nature aussi. Toi, tu vas voir Yemaya qui est lié à la mer,
Ou tu vois, Django, qui lui a la divinité un peu des tambours, de la musique, c'est un guerrier, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont. En fait, c'est un syncrétisme qui se fait entre des religions d'Afrique de l'Ouest, Mhm. surtout Bénin, Nigeria, et le catholicisme espagnol. Tu vois, avec les esclaves qui ont été amenés, et du coup, ils ont mélangé. Donc, c'est hyper riche, hyper complexe. Ouais. C'est incroyable. Là, je me dis des noms, mais enfin, j'ai des picotements parce que je me dis, mais c'est incroyable en fait. Ah ouais, c'est un monde, c'est hallucinant quoi. Et du coup, t'arrives, tu vois, tu vas dans les maisons là où t'as à la fois l'hôtel avec les orishas en fait, ils les font habiter dans des pierres. En fait, c'est des pierres mais qui sont dans des espèces de réceptacles, soit des espèces de sous-pierres en porcelaine ou soit c'est des espèces de gros réceptacles en bois mais dedans t'as les pierres quoi. Ok. Et en fait, ces pierres ont été baignées dans des herbes et des champs machin, et ça fait venir habiter l'oricha à l'intérieur. Donc Ok. c'est pas une représentation comme tu vas avoir une représentation de Jésus ou là c'est vraiment l'oricha, il habite là-dedans, il est là Hmm. quoi, tu vois, il C'est est une là chez toi quoi. façon, enfin, donc, quand tu dis les herbes, etc., enfin, c'est une façon donc d'amener cette divinité vers la pierre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils viennent les faire habiter dans la pierre. Donc Ok. au final, t'as la pierre et puis ils disent tiens bah ça c'est mon Elegua, ça c'est mon machin. Enfin, c'est vraiment. Et du coup, à côté de ça, au-dessus, tu vas avoir des images de Jésus et les saints, par exemple, Django, il me semble qu'il s'appelle aussi Santa Barbara. Ok. Tu vois, genre, les saints chrétiens sont les orishas aussi en même temps. D'accord. Ils sont amenés dans ce, bah, comme tu l'as très bien dit, ce syncrétisme. Mhm. Ok. Et donc, à quel moment on passe de la pierre au tambour? Alors, en fait, les tambours, c'est dans les cérémonies, c'est avec les tambours que tu vas communiquer avec les orishas. Hmm. Donc, chaque orisha va avoir des rythmes qui lui sont associés. Euh, Il y a vraiment t'as des familles de rythmes ou des rythmes, et quand tu joues ces rythmes-là, en fait, ça va faire venir l'orisha, qui va venir prendre possession des gens qui sont dans la pièce, qui sont en train de danser, et l'orisha va venir prendre possession des personnes pour danser, parce que les orishas, ils aiment bien, ils viennent danser, quoi. Euh, Tu vois, aussi parce qu'il y a un côté, en fait, je pense dans cette religion-là, mais ça se retrouve dans plein d'autres spiritualités. En fait, le monde, c'est du mouvement. Le monde, c'est un mouvement permanent. Et en fait, c'est à travers le mouvement et par la danse que tu vas pouvoir accéder un peu aux réalités du monde, quoi. Tu vas pouvoir accéder à d'autres façons de percevoir le monde. Ouais. Donc, il y a vraiment le côté mouvement, danse, etc. qui est présent. Donc, du coup, ces tambours, tu les joues et ça permet de venir appeler tel ou tel Zorisha. Mais c'est aussi comme ça que tu leur fais une offrande. Par exemple, une cérémonie, Ouais. ça commence toujours par ça s'appelle l'Oroseko, qui est une suite de rythmes pour 22 ou 23 orishas principaux, C'est que tu énorme. vas venir jouer devant les orishas, donc devant les hôtels. Et là, même les gens sont même pas dans la pièce, quoi. T'as juste les trois musiciens qui viennent se mettre devant l'hôtel et qui vont jouer pendant une demi-heure une suite de rythmes hyper riches. C'est hyper riche, hyper complexe, ça change tout le temps. C'est parce que chaque rythme a des sous-parties, différents rythmes, des appels, des conversations, des trucs. C'est vraiment. Et c'est magnifique à écouter, hein, mais et du coup, donc ça, c'est vraiment, tu joues pour les orishas, quoi. C'est une offrande pour eux. Ok. Et ensuite, ils reviennent dans la pièce principale, et puis là, tu vas jouer pour les gens, puis tu vas faire descendre, on dit descendre les orishas, qui viennent prendre possession des gens, tout ça. Mais alors, si je Ouais, peux me permettre, déjà, bien sûr. enfin, c'est une vague enfin, de connaissances et de découvertes pour moi. Donc, merci. Juste Bah, de t'ouvrir à ce sujet-là, enfin, c'est avec vraiment plaisir, c'est énorme. vraiment le peu que j'y connais, hein, Bah attends, mais justement, enfin, par rapport à ça, toi, comment tu te sens quand, enfin, enfin, quand tu découvres ce monde en fait, Mhm. enfin, en tant que musicien, en tant qu'étranger quand même aussi, à cette culture-là, enfin, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, dans ta tête à ce moment-là? Alors, moi j'aime bien aller dans les endroits que je connais pas, quand je parle des endroits, c'est pas forcément les endroits physiques, hein, c'est les espaces. J'aime bien m'ouvrir des espaces de choses que je connais pas. Enfin, en fait, dans mes histoires de comprendre un peu plus le rythme, comment ça marche, avant d'aller à Cuba, je suis allé en Inde aussi, Ok, où j'ai appris. En fait, j'ai commencé à travailler des tablas. Donc, les tablas, c'est les percussions. Dès que tu entends une musique qui fait un peu indienne et qu'il y a des percussions dedans, tu peux être sûr que c'est des tablas, quasiment. waouh, Tu ok, vois, des c'est les sons tablas. où ça fait bou bou.
Tu vois, ce genre de truc là. J'imagine des mélodies qui viennent un C'est peu. sûr que tu connais le son. Après, Ouais, je ouais. te ferai écouter, c'est sûr que tu connais. Et Punaise. du coup, là, j'ai été, tu vois, travailler ça chez un prof dans une toute petite ville en Inde. J'ai passé un mois chez lui à travailler tous les jours. Pourquoi je dis ça? En fait, ça m'a ouvert, cette expérience-là m'a permis par la musique, ça m'a appris plein de choses sur l'Inde. En tout cas, après l'Inde, c'est très très grand, donc en fonction du nord, du sud, les gens ils pensent pas du tout pareil, ils parlent pas la même langue, ils mangent pas la même nourriture, ils écoutent pas la même musique. Mais Waouh, en tout ok. cas, c'est immense quoi. L'Inde, c'est vraiment immense, et à 80 ou 100 kilomètres ça se trouve, ils parlent un autre dialecte, tu vois. Ok, wow. Donc C'est c'est vraiment très fascinant. très riche. Mais par contre, ça m'a quand même, en passant un mois, puis en plus, ce prof-là, il parle, bon, comme beaucoup d'Indiens, il parle très très bien anglais, Ok. et il a beaucoup voyagé en Europe, et en Occident, et en France. Et d'ailleurs, en fait, je suis rentré en contact avec lui via quelqu'un avec qui je prenais des cours en France, qui avait une association pas très loin de l'endroit où j'habitais dans le sud, dans la banlieue sud. Et du coup, ce prof-là, indien, était venu plein de fois mais Dans le juste à quartier. côté de chez moi, quoi. Donc tu vois, je suis Mais perdu. c'est Ouais, c'était ouf, quoi. J'étais au fin fond de l'Inde et je parlais du Monoprix de la gare de Bourg-la-Reine avec lui. Il dit, ah ouais, le Monoprix, je le connais, et tout. Trop marrant, quoi. Mais ouais, ça, c'est le genre de rencontre limite prédestinée, quoi. Bah, après, bon, je suis passé par le contact de quelqu'un qui habitait à côté de chez moi et tout ça, donc Oui, bah tu oui. vois. Mais effectivement, Certainement, ouais. et ce qui était vraiment chouette avec lui, c'était que, en fait, il connaît bien l'Europe, l'Inde et la France. Et du coup, parce que parfois quand tu parles avec quelqu'un qui est d'une culture qui est vraiment très loin de la tienne, l'échange il peut être compliqué parce que lui il a des références que toi toi t'as pas ces références, et le mode de pensée est vraiment très très différent, et Ouais, le ouais. contact peut être difficile, quoi. Tu ressens vraiment comment dire, les frictions culturelles, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a des choses qu'en fait que l'autre ne peut pas concevoir de toi et que toi tu peux pas concevoir Par exemple, bon, les voisins de ce prof, quand je leur disais que tu vois, à l'époque, j'étais pas encore rentré dans la spiritualité cubaine, et je leur disais, bah moi je suis athée, ils comprenaient pas, quoi. Et c'est vraiment, ils me disaient, en fait, en fait, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas être athée, c'est toi, soit t'es musulman, ou chrétien, ou bouddhiste, ou toi, à la fin, je leur disais, je suis bouddhiste parce que j'étais très proche du bouddhisme, parce qu'en fait, ils comprenaient pas que je puisse pas avoir de Dieu, quoi. C'était quelque chose, Juste, voilà. c'est même pas, enfin, que ça n'existe pas, enfin, c'est Ouais, c'est vraiment, inconcevable. pour eux, c'est inconcevable, quoi. C'était genre, ils comprenaient même pas le concept. Waouh! C'est marrant, quoi. Et du coup, ce prof-là, comme lui, il avait été beaucoup en France, Mhm. moi, je lui posais des questions. Puis toi, des fois aussi, tu fais des maladresses, quoi. Parce que tu vas poser des questions, et en fait, tu te rends pas compte que c'est un truc qui peut être un petit peu tabou, ou que ta tournure de phrase, elle est pas. Toi, faut faire Mince. parfois, tu sais pas trop, quand tu parles avec quelqu'un, tu connais pas forcément, je connaissais pas très bien. J'avais lu pas mal de bouquins sur l'Inde et tout avant, mais tu sais jamais ce que tu vas dire, quoi. Et donc, l'échange était hyper. J'ai appris énormément de choses, quoi. Il y avait un vrai échange. Et en fait, à travers la musique, parce que j'avais surtout un échange musical, mais il me disait beaucoup autour de la musique et tout ça, et la musique te fait aussi te fait beaucoup prendre conscience du mode de pensée des gens qui l'écoutent. Ok, Et donc, c'est-à-dire? c'est-à-dire que si les gens écoutent un certain type de musique, j'aurais tendance à dire que tu vas comprendre, ou toi qu'une société a élaboré un certain type de musique, euh, tu vas en apprendre sur leur personnalité, leur manière de voir le monde. Par exemple, tu vois, en Inde, dans la musique classique, t'as les ragas, c'est des musiques qui, je sais pas, un raga en concert, ça peut durer une heure et demie. C'est un seul morceau, quoi. Alors, il y a tout un développement, toute une Ouais. grosse phase, et ça s'écoute. Les gens, ils sont assis en tailleur. On parle de les yeux fermés, souvent ils sont assis en tailleur, les yeux fermés, tout ça. Genre Euh, 1 heure et demie? ça peut durer, ouais, une heure et demie. Oh. Mais même parfois beaucoup plus, hein. Parce qu'en fait, un raga, euh, c'est toute une atmosphère, en fait. Ils vont te développer une atmosphère. Mhm. Euh, Par exemple, la première partie du raga, le soliste, il va commencer par jouer les notes dans un ordre, c'est assez précis, assez codifié, mais il va jouer les notes de la gamme. En fait, ça joue sur un bourdon, il va se mettre à te montrer les notes qu'il va après utiliser dans le développement. Parce qu'en fait, chaque note, tu vois, je te parlais tout à l'heure des intervalles et des choses émotionnelles.
chaque note que tu as a une couleur précise et va te créer une émotion précise. Et du D'accord. coup, en introduisant les notes petit à petit, il te met l'émotion dans laquelle tu vas te mettre. Tu vois, c'est pas je te joue la gamme et puis non, c'est là, je commence tout doucement, je vais jouer la tierce, putain, comment elle sonne ma tierce, comment je l'approche, etc. Toi, tu vas avoir ok, c'est une tierce majeure ou mineure, ça va te créer une émotion différente. Ensuite, je mets la quinte. Est-ce que c'est une quinte juste, diminuée, machin, selon si tu avais ta tierce, tu vas avoir une émotion encore différente, etc. Mhm. Donc il te développe tout un truc comme ça, et toi tu rentres dans un. Toi on parlait de trance aussi. Là typiquement c'est une trance où tu rentres en état méditatif un petit peu. Mais où tu es assis. Bon. Et donc ça par exemple, soit quand les gens ils écoutent ça t'apprend beaucoup de choses sur eux par rapport à Cuba, où par exemple la rumba c'est une musique qui est hyper dynamique, où Mhm. les gens dansent, ça joue. En général ça joue fort. Donc ouais, t'es Bon, très présent en rumba, enfin, enfin, ouais, c'est vraiment les gens ouais, ils t'as le donnent. contrôle et tout. T'as un truc de questions-réponses aussi où souvent en fait le chanteur il va envoyer un lead et le chœur et du coup le chœur c'est aussi les gens répondent. En Mhm. concert les gens ça danse de ouf. Oh Il y en a là pas là mal qui là picolent là. aussi un petit peu tout ça. Il faut bien, hein. Bon. Bah, c'est vrai que en fait quand tu tiens genre une rumba qui dure 4 heures comme ça où t'es à balle. 4 heures dedans. Ah ouais, bah, Bon. tu vois, une rumba, ça veut dire aussi c'est une fête, quoi. Donc, c'est la Ah. fête, mais c'est la musique que tu avais aussi pour t'amuser si t'as pas de téléphone ou tu vois, avant, mais encore maintenant, il y a ça, quoi. Ok. Et un concert, ouais, un concert, ça peut durer 2-3 heures où tu danses à balle et tout. Et donc, ça, bah, et tu vois, donc par exemple, les Indiens, enfin, ceux que j'ai côtoyés, tu sens qu'ils ont ce côté genre spirituel, méditation aussi, assez posé, tout ça. Euh, Là où à Cuba, les gens ils sont hyper. Je fais un peu des clichés ou je fais un peu des trucs un peu grossiers, Bah, mais après, t'as été sur euh, place et tout, enfin, t'as interagi avec ces gens-là, donc il y a une part de réalité. ouais, toi par exemple à Cuba, les gens moi, que je côtoie, ils parlent vite et ils sont hyper dynamiques, ils sont hyper. Et toi, du coup, je fais ce lien entre comment ils fonctionnent avec la musique qu'ils écoutent. Et je sais plus pourquoi on parlait de tout ça à la base, mais Bah, ça, c'est une question, franchement, je suis content enfin, ok. de l'entendre quelques fois dans les podcasts parce que, bah, enfin, c'est cliché, mais ce qui compte, c'est le voyage, quoi, c'est pas la Mhm. destination. Mais exactement. Ouais. Est-ce que permet un format un peu long comme vous faites Je pense que, ouais, c'est ce que ça permet. Mais par exemple, ben, on parle là de voyage là, mais enfin, toi, est-ce que tu retiens une expérience musicale qui t'a vraiment enfin, saisi, qui t'a marqué en Inde et aussi ensuite à Cuba? Ouais, il y en a un paquet, ouais. Il y en a un Il y en a un paquet. paquet. Par exemple, en Inde, en fait, il y a un chanteur indien qui est décédé, mais qui s'appelle Mallikarjun Mansour, et qui est un des très 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 grands chanteurs indiens, quoi. Vraiment, je vous recommande d'écouter. Et en fait, il y avait sa maison, elle est transformée un peu en musée. Et son fils, il est déjà bien âgé, hein. Enfin, je sais pas, il me semble qu'il avait 60 ou 70. Euh, en fait, il organise une fois par an un hommage, un concert hommage à son père. Donc à la fois où lui il joue et où vont jouer un peu des gens qui sont dans la musique classique indienne de la ville et des environs, quoi. Mais c'est vraiment ce chanteur-là, Mallikarjun, il est quand même vraiment légendaire, quoi. Et du coup, moi, je me Mhm. retrouve, parce que mon prof jouait dans ce truc-là, je me retrouve dans un petit salon, toi qui devait être genre, je sais pas, une fois et demi grand comme le salon qu'on a là, donc pas, genre pour un concert, c'est genre pas très grand, quoi. Ouais, ouais. Avec ce gars, donc sur tous les murs, t'as des tableaux, des photos du chanteur légendaire, t'as son fils son fils est aussi super super reconnu, quoi. Ok. Et genre moi c'est un peu, en plus c'était dans mes premières semaines en Inde, et donc Genre, t'es là assis qu'est-ce par qui se terre sur les passe? tapis et tout, et la musique était incroyable. J'ai enregistré d'ailleurs ce concert, et c'était vraiment ouf, quoi. Ouf d'intensité, d'émotion, et puis d'être là, tu sens que c'est un moment qui est un peu unique. Et quand j'ai raconté ça, moi, justement, mon prof français grâce à qui j'ai pu partir, il dit ah mais t'as été là-bas, tu as vu lui, t'as écouté ça, mais t'as trop chance et tout. C'était vraiment vraiment fou, quoi. Donc ça expérience, parce que musicalement, t'entends parmi genre vraiment des musiciens excellents dans un contexte hyper intime, dans un Mhm. moment assez solennel, puisque tu vois, même des fois, donc, il chante son raga, puis des fois, bon, alors là, je comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il parlait, je pense, en hindi
je sais plus quelle langue il parle dans cette région, mais il racontait des trucs de son père, qui lui avait enseigné plein de trucs. À l'époque, il me semble qu'il disait qu'à l'époque, il était un peu jeune, il comprenait pas tout ce que son père lui enseignait. Donc, même si je comprenais pas ça, toi, il raconte, c'est vraiment un Hmm. hommage à son père, mélangé à de la musique et tout. Il donne le contexte, plus ça va être Incroyable, quoi. saisissant, quoi. Et là, dans le même genre à Cuba, bah là, la dernière fois que j'étais, c'était en janvier dernier. Et bon, je suis devenu assez pote avec les musiciens du groupe Hossein Del Monte, qui est un groupe de rumba, qui est un des groupes les plus à la mode en ce moment. Et Oh, stylé. c'est vraiment, ils sont incroyables, quoi. C'est, c'est des excellents, vraiment des excellents musiciens. Le directeur artistique, j'ai pris pas mal de cours avec lui. C'est un musicien incroyable et qui a vraiment une vision artistique très précise, tout ça. Enfin, des personnes super. Et du coup, j'ai pu assister là. Ils avaient un concert et j'étais à la répète. En fait, la répète, c'est dans son salon qui, pareil, on va dire, c'est le même endroit à peu près, Ouais. à peine plus grand que l'endroit de l'Inde. Donc, on est dans le salon, tu vois. Et je sais pas, ils sont 15 musiciens à chanter. C'est magnifique, les tambours, ça envoie dans tous. En plus, c'était leur premier concert depuis le Covid. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, là. Donc du coup, ils étaient chauds, ils étaient hyper contents de se retrouver, de rejouer ensemble. T'en as qui habitaient à l'étranger, qui étaient là à ce moment-là, donc ils se retrouvent tous ensemble. Et donc t'es là dans ce milieu. Pour la répète, ça envoie autant que le concert, quoi. Ça ambiance autant et tout le monde est à balle. Ils se filment même parce enfin, ça sonnait trop bien. Et souvent à Cuba, bon, les concerts que j'ai vus, le système de sonorisation est pas incroyable. Ok. Donc c'est très fort, les micros c'est pas toujours super. Et là, du coup, comme on était en contexte de répète dans le salon, c'est tout acoustique. Donc t'entends les voix, elles sont magnifiques, t'entends les tambours, ils ont des super sons et tout. Enfin incroyable quoi, complètement fou ce truc-là. Franchement, mais. Waouh. Ça donne envie quand même. Non, là, c'est en train de dire. Enfin, je suis juste heureux d'être là parce que la musique, ça, c'est pas le genre de musique. Enfin, moi, je suis quelqu'un pas forcément investi dans le monde de la musique. Je suis pas un musicien. Et mon seul rapport, ça va être les concerts de mon quartier ou bien l'algorithme de Spotify ou bien Mhm. YouTube qui va me dire ok, t'aimes ça, écoute, une variation de ça, tu vois. D'accord. C'est à peu près toujours la même chose. Mhm. Et à force de faire un peu le tour du bocal, on a l'impression de connaître le monde. Mais là, C'est tu me vrai. sors d'un coup, c'est une sorte de bouffée d'air frais, quoi. Bah, c'est là où tu vois, j'en parlais il y a pas longtemps avec des amis, parce que je leur envoyais, bon, c'était un peu pour faire une blague, mais je leur envoyais du free jazz, donc un truc, et eux, ils écoutent pas, enfin, elle, en l'occurrence, elle n'écoute pas trop de jazz, de free jazz surtout, et, euh, et après, elle me demandait pourquoi, enfin, parce que je lui dis, ouais, mais c'était une blague, je lui dis, bah, faut en écouter un peu tous les jours, et puis ça finit par passer, tu vois. C'est une blague, parce que moi, j'écoute pas spécialement de free jazz, je suis pas trop. Donc elle m'a dit ouais pourquoi faire ça et je me disais bah, en fait c'est vrai que quand tu vas aussi vers des trucs que t'aimes pas trop ou qui à premier abord te parlent pas plus que ça, c'est comme ça que tu t'ouvres à un nouvel espace aussi tu vois. À Hmm. la fois t'as des trucs tu vas les écouter genre tout de suite ça te séduit et ça va être peut-être des trucs qui vont te suivre toute ta vie et parfois ça peut être aussi des trucs au premier abord tu connais pas trop, tu te forces un petit peu. Après peut-être que toi t'as écouté trois fois le truc finalement ça te plaît pas du tout. Ouais. Mais au Mais moins, faut s'y frotter, quoi. Faut. ouais, c'est ça quoi. Au moins, tu fais l'effort de te mettre un peu en dehors et d'écouter un truc nouveau et différent. Et ce que me disait un de mes anciens profs aussi, c'est que lui, par exemple, il y a des albums qui sont des albums qui l'ont suivi toute sa vie, qu'il écoute. Et c'est pas forcément des albums qui te séduisent au premier abord. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, enfin, toi, je pense, t'entends, il y a des albums, je les kiffe tout de suite, je les Hmm. écoute en boucle pendant un mois, tu vois. Et après, c'est bon, j'ai écouté le truc, Après, c'est c'est bon quoi. fini, Tu quoi. t'écoutes autre chose, puis de temps en temps tu le réécoutes, alors que des trucs où toi t'y reviens encore, t'es intrigué. Après, bon, si le truc vraiment ça te parle pas, enfin, ce que je dis ça, moi il y a aussi plein de morceaux ou plein de musique, j'y connais rien, quand j'écoute, je me dis ouais, je- genre ça me parle pas, et puis de temps en temps tu fais l'effort, ok, t'écoutes un morceau, mais Hmm. donc je fais ça aussi quand même. Ok, ok, bon, je suis rassuré. Ouais, mais c'est vrai que le problème, effectivement, tu parlais des algorithmes Spotify et tout ça, et c'est la même chose que tu as après, même avec les idées, toi, dans les réseaux sociaux, Hmm.
genre les gens qui ont leurs avis, même je parle d'un truc extra musical, tu vois. Et au final, avec ces trucs-là, tu te retrouves beaucoup à rester dans ton microcosme. C'est À ça. la fois sur Facebook, tu vas te retrouver avec des gens qui pensent essentiellement comme toi. Spotify, il va te mettre des trucs qui sont pour toi. Netflix, il va te proposer la série qui correspond à la série plus ou moins que tu as regardé avant. Et donc, je pense que Tu ça aide restes un pas à peu la dans le. diversité, quoi. Bah ouais. Même si, par exemple, j'ai découvert comme, bah, par exemple, tu vois, je parlais tout à l'heure du groupe Grand Sorcier que j'étais voir en concert, dont les musiciens c'est Transcabar. Pour ce groupe-là, Transcabar, j'ai découvert parce que je connaissais de nom, tu en as déjà parlé, Hmm. mais une fois où je suis tombé dessus, je faisais de la peinture chez moi et j'avais ma playlist, l'algorithme YouTube Music qui me mettait ça. Puis j'écoute ça, je fais c'est trop bien et j'ai grave écouté l'album et ça m'a ouvert sur d'autres trucs. Donc comme Ah, quoi, des yes. fois, l'algorithme aussi te Ouais. permet de découvrir des trucs qui sont vraiment. Oui, mais je dis ça, en fait, c'est parce que j'ai écouté un autre album de Maloya avant. C'est pour ça que l'algorithme m'a envoyé ça, en fait, quoi. Ah, mais voilà, tout est Tu lié. vois, c'est comme, c'est resté dans la lignée de ce que j'écoutais juste avant, ouais. Mais c'est bien fait. Mais moi, enfin, évidemment, l'algorithme, des fois, il me fait faire des découvertes, mais de zinzin, et je suis reconnaissant, hein, Mhm. parce que pour les gens qui font ce travail-là et tout. Mais je sais que ben, j'accorde vraiment une importance toute particulière au moment un peu genre d'éclat où je vais être confronté à un genre musical ou bien un son enfin, vers lequel j'irai jamais de moi-même. Mhm. Par exemple, enfin, j'étais à une réunion familiale il y a pas très, enfin, si, quand même, il y a un bout de temps maintenant. Et bon, ben, moi, je suis camerounais, Mhm. donc souvent on écoute un peu les mêmes genres de sons, enfin, tu sais, Bikuti, Makossa et tout ça, enfin, son camerounais, ou bien de la variété française. Et là, étonnamment, à cette réunion de famille, il y avait une musique que je connaissais pas du tout, j'arrivais pas à mettre les mots sur le genre musical, ni même sur la langue. Donc, D'accord, ouais, ok. genre, je demande à mon oncle, enfin, c'est quoi ce truc, enfin, comment tu mets ça à fond et tout, personne ne comprend rien, je suis là. Il me fait, ah, tu connais pas Ishinafta? Je connais pas Ishinafta, non. Ah, oui, moi non plus. Non. Il me fait, ah, ça cartonne sur TikTok et tout, c'est une meuf, elle bosse dans l'armée somalienne, tu vois. Ok. Et en gros, c'est des chœurs et tout, et ils chantent ensemble, et la musique, elle a fait un carton. Et j'ai commencé à me dire, ah, ok, ok, d'accord, c'est sympa comment ça sonne et tout. Et ça a dû arriver il y a peut-être 5 6 mois, et j'ai un peu comme toi quand tu dis que tu as des sortes de moments où tu écoutes un son en boucle, ben, je vais me promener, et pendant une semaine, je vais être en mode, ok, Ishinafta, J'écoute que ça. que ça. Parce que c'est tellement euh, inédit, Ok. en fait, par rapport à ce que je peux écouter, et étrange, et beau en même temps, que, enfin, je sais pas, ça me. C'est bon quoi. T'as trop bien. Ah ouais, Musique tu somalienne. m'enverras, je suis curieux d'écouter ça. Ouais. Ok, ok, d'accord, ok, je t'enverrai. Moi, je trouve le seul danger d'écouter, quand je fais ça, là, que j'écoute des trucs en boucle, c'est qu'en fait, après, genre, c'est tellement associé à ton état émotionnel du moment, ou de la période, Ok, oui. qu'après, genre, quand tu réécoutes après, plus tard, des mois plus tard, je sais pas, moi, ça me fait une nostalgie de ouf. Parce que toi, genre, c'est vraiment, du coup, c'est devenu de la bande-son d'une période ou tu vois, associé à des souvenirs, des trucs. Et après, des Mm. fois, j'ai du mal à réécouter des albums que j'ai poncés comme ça, que j'ai écouté vraiment énormément pendant une période. C'est trop dur à réécouter, quoi. Ben là, c'est comme retoucher et modifier légèrement un moment de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais si je peux me permettre, du coup, c'est quoi. Bon, je vais te poser la question pour cette période-là parce que je la trouve plutôt stylée, mais c'est quoi, genre, la bande-son de ton adolescence? De mon adolescence, je pense à l'époque, bon, adolescence, genre, on va dire lycée, tout ça. Lycée, plus, moins, ouais, à peu près. À peu près. Lycée, j'ai beaucoup écouté du Chopin, Ok. mais j'ai aussi beaucoup écouté du Bob Marley. J'ai beaucoup écouté genre les trucs des 70s, les trucs de Woodstock, là. Ok. Tu vois, alors Santana, tout ça. Oh, stylé. Ok. C'était trop bien, quoi. Et encore, là, il y a pas longtemps, je me suis réécouté des trucs de Santana, c'est quand même super. D'ailleurs, lui, il a passé du temps à Cuba aussi, tu vois, il a joué avec des Cubains et tout. Ah, bah tiens. Donc, c'est pour ça, là, je réécoutais en me faisant une autre lecture, tu vois, parce que j'avais. Mhm. Donc, ouais, ces trucs-là. Après, des trucs de funk aussi, un petit peu, c'est ça, quoi. Bah, c'est assez kiffant parce que franchement. Et attends, et surtout, j'ai Ouais, oublié ouais. le plus gros, Dis-moi. c'est Groundation. Alors, ça, c'est vraiment. Comment? Grandation? Groundation, ouais. Tu connais pas Ah, je pense. Groundation. Groundation, ouais. Comme Ground, la terre, Groundation. Ok, c'est quel genre musical? Alors, ça, c'est du reggae. Ok. Assez particulier parce que c'est des Californiens. Et en fait, il y en a plusieurs qui ont fait du jazz, des écoles de jazz. Et ils sont mis à faire du reggae, mais en fait, c'est du reggae où il y a quand même pas mal de jazz dedans. Tu Hmm. sens que t'as genre les solistes, c'est vraiment des solos de jazz, les arrangements. Tu sens
enfin, il y a quand même pas mal de jazz dedans, avec quand même un ancrage très solide dans le reggae roots. Et ils ont beaucoup essayé de collaborer avec des artistes un peu légendaires du reggae. Ils ont fait plein de trucs en Jamaïque, tout ça. Waouh. Donc en essayant de faire... C'est un peu aussi toi ce que nous on fait avec Abadjadé, donc le groupe dont je suis le directeur artistique que j'ai monté. Donc dans ce groupe-là, en fait on mélange la fusion, enfin on fait une fusion avec les musiques de Santeria, les Bata, etc. dont je parlais, Ok. avec aussi notre côté à nous, on vient du jazz, de la soul, il y en a qui écoutaient pas mal du rock, de la salsa, des trucs comme ça. Hmm. Et en fait, on essaye de quand même restituer et collaborer et travailler avec des artistes dont, par exemple, la musique afro-cubaine, là, les Bata, dont c'est vraiment leur musique à eux. Tu vois? Parce que c'est pas notre musique, nous, on n'est pas nés dedans, c'est pas notre musique à nous. Du coup, on a été étudier ça là-bas. Hmm. Et quand on revient, on essaye, toi, pour la deuxième ou troisième fois, on invite un des percussionnistes du groupe Océan Del Monte dont je parlais, avec qui Ah j'ai oui. collaboré. On a été plusieurs à partir à Cuba pour travailler avec les musiciens pour vraiment apprendre avec eux. Et du coup, Ground Nation c'est pareil quoi. Ils ont fait, ok, on est californien, on fait du reggae, mais on va aller voir en Jamaïque vraiment comment ça se passe. On va collaborer avec des Jamaïcains. Harrison Stafford, là, qui est un des fondateurs, c'est le chanteur. Euh, il a fait un film qui s'appelle Holding On to Jah ou quelque chose comme ça sur toute l'histoire du reggae. Il a fait du travail même de collectage des vieux. Parce que là, en fait, tous les vieux du reggae jamaïcain, ils commencent à être vraiment vieux. Hmm. Il essaye là, de collecter leur histoire, qui se raconte comment ça se passe à Ah, l'époque c'est ouf. avant qu'ils soient plus là, quoi. Ouais, ouais. Il fait aussi un cursus sur l'histoire du reggae qui est à la fois en ligne, que tu peux suivre en ligne et qui donne dans une université. Enfin, toi, ils font vraiment un travail. Ok, Ouais. on fait du reggae, mais on essaye de. Vraiment, enfin, Hmm. ils préservent en même temps, ils mettent en valeur et sans pour autant, j'imagine, s'approprier le truc, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et ça, un peu, j'imagine, De faire, en la fait, limite, ça, c'est difficile quand même de trouver l'équilibre. c'est très compliqué. Ça, c'est avec mon groupe, c'est une des questions qu'on se pose beaucoup. Entre, tu prends des éléments de choses de musique et de tradition qui sont pas ta culture. Mhm. Et toi, en plus, avec la musique cubaine qu'on utilise, il y a en plus de ça, il y a un aspect spirituel dedans. Ouais, c'est très Euh, précieux. c'est genre, il faut manipuler avec précaution, quoi. Et tu Mhm. peux pas aller dire, vas-y, je prends un bout de ça, attends, j'aime bien ce rythme, je le prends et puis je le mets dans mon groupe et c'est bon, quoi. Ok. Parce que, tu vois, il y a beaucoup les questions d'appropriation culturelle, le fait qu'en en plus tu vas le faire mal aussi. Genre, si tu prends juste ce truc comme ça que tu connais Oui, pas, déjà, si, ça toi peut de être, base, ça oui. va pas sonner, quoi, ça va pas être bien. Euh, que quand t'as des gens qui savent très bien jouer ça et qui vont te voir toi où t'es là sur scène, alors y a aucun de nous qui sommes cubains, on est là sur scène et eux ils ont pas forcément la possibilité de jouer, ils vont dire ah ouais mais ça c'est genre c'est plutôt ça vient de chez moi je sais jouer et tout. Donc nous on Mhm. essaye à la fois d'avoir une très bonne connaissance, le maximum en tout cas possible de connaissance des éléments qu'on prend. C'est pareil, toi, je dis on fait du jazz dans ce groupe-là. Le jazz, on est plusieurs à avoir fait une école de jazz, à en jouer régulièrement dans d'autres groupes, dans d'autres contextes, et c'est pas, on joue pas de jazzy quoi. Enfin, en tout cas, quand je mets jazzy, c'est que souvent, quand on dit quelque chose qui est un peu jazzy, c'est une approximation, genre ça fait un peu de jazz. Toi, on dit ça fait jazzy, mais en fait, c'est pas du jazz quoi. Tu vois ce que Ok, je veux dire? ok. C'est un côté un peu puriste dans ce que je dis, mais tu sens que la personne, elle a pas vraiment. Maîtriser les bases ou bien C'est ça, ouais. Genre, elle s'est l'esprit pas du mis à truc. fond dans le truc, quoi. Ok, ah, ça c'est intéressant quand même, C'est enfin, vrai. parce que je n'entends pas souvent cette petite C'est nuance-là et vrai, tout. ok. Mais non, c'est stylé en vrai. Enfin, c'est stylé. Enfin, à part des choses, quoi. Ouais, après, faut faire attention à pas être élitiste, mais par contre, Ok. en fait, c'est vite facile de sonner un petit peu, genre cliché tel ou tel style. Tu vois, genre tu Ah, dis vas-y, je vais sonner cliché de jazz, et du coup je vais sonner jazzy. Tu fais une petite game blues, je sais pas, le batteur il va faire ti 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 ti, ça swing pas du tout. Les gars ils connaissent pas trop. Toi. Parce que hmm. le jazz, c'est comme les musiques traditionnelles, c'est des musiques avec une très grosse histoire, avec énormément d'acteurs. D'acteurs, c'est tous les musiciens qui ont contribué à créer cette musique. Euh, tu vois, dans le jazz, et bon, moi j'en fais pas mal du jazz, je fais aussi d'autres musiques, donc je suis pas à fond jazz,
Mais je me rappelle l'époque où j'étais à l'école, là, on connaît les biographies de je sais pas combien des musiciens des années 50, 60. Tu connais des centaines et des centaines d'albums, tu sais qui a joué avec qui à telle époque, à tel machin, ce concert-là qui est mythique. Lui, tu sais lui comment il est mort, lui comment il est venu au piano, les histoires. Enfin, toi, genre, c'est vraiment un truc comme ça. Et du coup, nous, avec les tambours bata, bon, on pourrait faire aussi pareil à dire, ah oui, parce qu'en fait, les tambours, c'est pareil, il y a une histoire, il y a des filiations de tel tambour lié à tel tambour. Bon, on connaît quelques-uns des acteurs principaux, on n'a pas autant de connaissances. Par contre, tout le côté orisha, on essaie et c'est un travail qu'on fait, qu'on continue de faire, quoi, de le connaître le plus possible, de comprendre quel orisha marche enfin, quels sont les attributs de tel orisha, qu'est-ce qu'il représente, machin, que ça devienne, en fait, que ça nous parle, quoi, c'est ça. Je pense, ce truc-là, c'est qu'en fait, ça sera jamais ta culture, enfin, t'es pas né dans cette culture, par contre, ça peut venir faire partie de ton paysage mental. C'est-à-dire que, Ok, oui. euh, c'est-à-dire que en fait, tu l'as à l'esprit, c'est pas quelque chose auquel tu dois penser ou réfléchir. Toi, moi, quand j'écoute un disque là je sais pas, de Coltrane, Ok. donc c'est un des plus grands saxophonistes de jazz, j'écoute et puis, en fait, genre dans ma tête, émotionnellement aussi, j'ai genre une grosse partie de sa vie, les musiciens avec qui il a joué, les Oh albums, les là trucs comme ça. là. Ça, j'ai ça comme ça, quoi. C'est pas, je suis pas en train d'y réfléchir. Ou pareil, quand je dis, bah, on joue un rythme pour Elegua. Elegua, je vois ce qu'il représente. Elegua, donc là, c'est un des orishas cubains. Ok. Euh, je vois ce qu'il représente, je vois à quoi il ressemble, je connais les différents rythmes, je connais pas mal de chants, même il me parle spirituellement, le concept qu'il représente, ça me parle. Euh, tu vois, même à tel point que par exemple, on essaye, quand on fait nos concerts, en général, en fait, l'Elegua, c'est un orisha qui ouvre les chemins, ferme les chemins, et il t'ouvre, en fait, c'est les chemins de la vie, du bonheur, toi, il peut t'apporter des choses, il peut aussi te les fermer, donc il faut faire attention avec lui. Et du coup, une cérémonie, tu commences par jouer pour Elegua, et tu finis par jouer pour Elegua aussi. Ce t'ouvre. Et en fait, Elegua, c'est aussi lui qui fait le lien avec les autres orishas. C'est en passant par Elegua que tu peux après aller demander à d'autres. Il va intercéder auprès d'autres orishas pour leur demander des trucs. Euh, du coup, nous, on essaie de faire ça en concert aussi. Tu vois, alors tout le monde n'est pas dans le truc spirituel, par contre, se dire, ok, en fait, il y a aussi un principe, euh, se dire, tu te mets dans un certain état d'esprit pour ouvrir un concert. Tu vois, tu te fais un rituel, en fait, un rituel pour ouvrir un concert, et tu le symbolises par Elegua. Après, il y a d'autres groupes qui vont avoir d'autres rituels. Donc, nous, on fait ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de notre paysage. Ça fait partie de Simplement, notre enfin, paysage, tu vois. vous avez pris, enfin, en comprenant, en étant confronté à cette divinité-là, enfin, vous avez compris que, enfin, vous aussi, vous pouviez peut-être faire les choses un peu différemment Mhm, et, enfin, même associer, bon, par projection. mhm. Tu dis, mais voilà, enfin, dans le cadre d'un concert, c'est quelque chose qui a du sens, quoi, enfin, d'utiliser, enfin, ces références-là sans pour autant, enfin, se les approprier, enfin, C'est ça, ouais. Il c'est faut que ça fasse un sens outil. pour toi, en fait, quand même. Voilà. Et ce sens-là, ouais, ça passe par un vrai travail de recherche, Mhm. d'écouter plein de trucs, de lire plein de trucs, de parler avec, surtout de parler et de rencontrer plein de gens, tu vois. Ah, ça doit être dingue, ça. Désolé, mais là, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit et je trouve ça aussi quand même assez intéressant. C'est, bon, on vient de parler de cette difficulté à trouver finalement un équilibre entre sa culture et celle d'autres personnes, Mhm. qui, enfin, peut être parfois tout aussi riche ou bien riche d'une autre façon. Et je me demande, bah, du coup, est-ce que ces expériences-là que tu as pu vivre en Inde, que tu as pu vivre à Cuba à plusieurs reprises, elles t'ont permis de porter un regard différent sur la musique française? Ouais, complètement. Euh, alors je réfléchis. En fait, ok, question. T'entends quoi par musique française? Alors, ben, franchement, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la variété française. Maintenant, on sait que c'est beaucoup, beaucoup plus riche que ça et Mhm. qu'avec le temps, ça évolue. Mais, enfin, par exemple, là, la musique française, enfin, toi, qu'est-ce que tu entends par musique française? Bah, non, mais justement, tu vois, donc ça c'est une des questions. En fait, bon, moi là, quand je vais à Cuba ou en Inde, c'est des gens qui sont nés dans une tradition musicale, Mhm. qui la perpétue, et qui excellent dedans, qui sont vraiment d'excellents musiciens dedans.
qui par contre, pour beaucoup, font pas beaucoup d'autres musiques différentes, d'autres styles différents, tu vois. Ok. Et même s'il y a une grosse diversité musicale, toi à Cuba, il y a quand même beaucoup de musique cubaine. Genre, t'entends pas énormément de hip-hop, ou t'entends pas beaucoup du reggae ou du jazz, ou t'en entends un petit peu, toi, mais c'est quand même. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est comme beaucoup. Bah, tu vas avoir de la salsa, de la timba, de la rumba, des trucs comme ça. Ou aussi parce que c'est une île, toi, ils ont toute une histoire. Ou en Inde aussi, là où j'étais, bah, c'était vraiment genre musique hindoustanie, musique classique. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont nés vraiment dans une tradition culturelle très forte Hmm. et très marquée. Et du coup, moi, ça me posait des questions. Ok, moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. C'est quoi la musique? Même la musique que je me sentirais légitime à jouer, parce que je me dis, c'est la musique dans laquelle j'ai grandi et que je suis né, quoi. Et en fait, pour moi, l'identité, toi, tu disais donc musique française. Moi, perso, j'ai jamais écouté de variété. Enfin, genre, ça fait pas partie de ma culture. Enfin, j'en ai écouté un petit peu, tu vois, mais est-ce que je dirais que c'est de la musique française? Enfin, que c'est ça la musique française? Oui, peut-être pour, effectivement, pour des gens à l'étranger, c'est ça qu'ils vont avoir, quoi. Ouais, Mais tu vois, peut-être. par exemple, pour moi, l'identité musicale de Paris, euh, c'est en fait le fait que c'est une ville qui est hyper cosmopolite, où tu peux, et multiculturelle, où tu vas à la fois, un jour tu vas aller voir un concert de musique malienne, le lendemain tu vas aller à un concert de jazz, après sur un moment tu peux aller voir un concert de musique indienne, enfin t'as un melting pot de ouf, et pour nous notre identité de musicien, toi quand je rentrais de ces voyages je me disais ouais, donc moi c'est quoi mon identité? En fait moi mon identité, j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir été confronté à plein de musiques différentes et plein de cultures différentes du fait d'être à Paris, quoi. Ok, c'est ouf ça. Et pour le réaliser, il faut partir. Mais tu peux pas Bah, c'est vrai que te sentir. s'extraire, c'est pas mal, quoi. Enfin, Hmm. après, il faut avoir la chance, comme moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de pouvoir faire ces voyages-là. Donc c'est pas donné à tout le monde. Mais effectivement, s'extraire, puis aller vraiment s'implanter dans un endroit. Mais tu vois, même sans aller aussi loin, j'étais aussi avec des potes des potes qui font de la. Voilà, tu vois, tu parlais de musique française par exemple. J'ai des potes qui font de la musique trad française je sais pas, dans le Berry ou dans le Poitou. Donc la musique trad, c'est les musiques où tu vas avoir beaucoup de violon, la vielle à roue, des contrebasses, toi des Ok. instruments, même la vielle à roue, moi avant d'aller dans ces Vielle. trucs-là, j'avais aucune idée de ce que c'était cet instrument. C'est vielle comme un violon du coup. Ouais, en fait la vielle à roue, c'est un instrument que tu tiens posé sur les genoux Ouais. où tu as une espèce de petite manivelle avec un disque qui va frotter sur des cordes. Donc ça va te faire un son continu, un bourdon continu. Comme si tu avais en fait un violon ou tu avais un archet continu, tu vois. Hmm. Et tu tournes comme ça et tu as un petit clavier, enfin tu as des petits taquets en bois qui viennent appuyer sur la corde et ça va faire des hauteurs de notes différentes. Et en plus de ça, tu as des bourdons et tu as y a des notes sympathiques qui arrivent par exemple. Enfin, c'est un truc magnifique, quoi, tu vois. Waouh. Ok. Bon, ça c'est vraiment incroyable, hein. Et ce truc-là, donc moi, mon pote, il me disait, ouais, tu vas voir, on va au festival et tout le monde a des vielles à roue et tout ça. Moi, je me dis, ok, Tout mais le monde a des vieles à j'ai roue. jamais entendu parler de vielles à roue ici. Personne n'a de vielles à roue, quoi. Tu Ok. sais, en plus, avec le petit élitisme parisien, tu fais, ouais, pense qu'il se fait ailleurs et tout. Et j'arrive, et tout le monde a des vielles à roue, quoi. C'est genre, moi, c'est découvert de ouf. Une demi-heure après, j'étais dans un stand avec une vielle à roue. Je me suis dit, putain, j'ai trop envie de m'en acheter un. Le mec s'est fait une vielle à C'est roue, trop bien, quoi. franchement. Ok. Bon, bah, genre, ça, c'est de la musique française aussi, quoi. Clairement, c'est Ah une ouais, hein. musique d'un terroir où ces gens-là, bon, il y a eu je sais pas, dans les années 70, il me semble que c'est un peu perdu. Tu sais, t'as eu aussi l'exode rural et tout ça, donc, parce que c'est quand même une musique des campagnes, ça s'est un peu perdu, mais là, il y a vraiment un renouveau, et tu vas dans ces festivals-là, et t'as plein de jeunes, il y a plein de familles, il y a plein d'enfants, tout le monde connaît genre les morceaux, les danses, parce que tout ça, ça va avec des danses aussi. Donc pour Mhm. moi, ça serait ça aussi, la musique française. Mais C'est vraiment un truc complètement. populaire où les gens, enfin que les gens connaissent vraiment. Mais toi, Mhm. genre, moi avant ça, j'avais jamais entendu parler de ça vraiment. Oui. Ou tu prends, je sais pas, les Fest-Noz là en Bretagne, Ok. c'est pareil. En fait, ces trucs-là, c'est lié à toute une culture, toute une histoire, à plein d'acteurs, à plein de. Bon, et moi je connaissais pas du tout ces trucs-là. Donc ça aussi, pareil, c'est de la musique française, quoi. C'est la musique française Ouais. aussi. Mais là, c'est un truc moi que je trouve ouf. Bon, ben, t'as parlé genre du fait que en Inde, à Cuba, et finalement même en France, très souvent, la musique, elle était reliée au terroir, Mhm, elle est reliée à l'espace, enfin au lieu en fait, à la terre. mhm. Et ben,
moi, je me demande, enfin, il faut que je te demande parce que Alexandre m'a donné cette information-là, mais je sais que tu t'es engagé de façon militante pour défendre la terre Mhm. au sein de l'association, enfin, plutôt le mouvement Extinction Rébellion. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représentait de faire de la musique dans ce cadre-là? Donc, extrêmement belle transition. Bravo. Euh, alors, bon, donc moi ça fait un bout de temps que toi, l'état de la planète et tout ça, en fait c'est vraiment une chape de plomb qu'on a, je trouve, sur notre génération aussi à nous qui sommes en train de nous construire, de se projeter sur des vies, enfin de projeter notre vie. Je trouve ça très difficile de se projeter dans le futur avec toutes les visions collapsologues et tout que je partage, hein. Pour moi, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis dit ok, je vais faire de la musique et je vais pas faire une école d'ingé. C'est en fait le futur, je sais pas ce qu'il y aura, quoi. Donc je vais pas faire une école d'ingé puis plus tard je ferai non, genre je sais pas ce qu'il va y avoir. Plus ça sort, plus t'as des rapports qui sont c'est de plus en plus alarmants. Enfin c'est vraiment terrible, quoi. Je comprends pas pourquoi c'est pas aux informations tous les jours, les gros titres des journaux, pourquoi on parle pas que de ça, quoi. C'est le plus urgent qu'il y a à faire, quoi. Et donc, je me disais, ok, comment musicalement, comment avec ce que je sais faire, je peux agir pour ça, quoi. Toi, j'ai envie aussi de me dire, bah, en fait, ou faire des concerts, ou faire des trucs. Et en fait, on a monté cette batucada, pareil, c'est aussi des trucs de hasard, un peu, je rencontre quelqu'un que je connais un petit peu, et qui dit, ah bah tiens, j'ai rencontré un tel, un action, mais une action. Et l'idée, c'était, en fait, pour nous, le rôle de la musique là-dedans, l'idée avec cette batucada, c'était à la fois d'avoir on avait plusieurs visions, quoi. Il y avait une exigence artistique quand même, de se dire on veut pas venir taper sur des casseroles. On se dit que si on a des compétences musicales et qu'on fait un truc qui sonne, ça a plus d'impact quand tu veux passer ton message. Parce que les gens, tu vois, un mouvement d'écolo, il y a plein de gens, ils se disent ouais c'est des hippies, machin, et t'es pas trop pris au sérieux. Et du coup si t'es là en plus à, tu vois, à jouer un truc un peu n'importe quoi, bon, donc, et du coup, on voulait que ça sonne, quoi. Et on a vraiment travaillé pour ça, on a organisé des résidences, on a fait plein de vidéos, plein de trucs. Et c'est pas évident en plus à conjuguer avec des gens qui, dans un mouvement militant, les gens ils s'engagent pour 2 mois, 3 mois, puis après ils reviennent pas, quoi. Parce que Ok. ça prend beaucoup de temps aussi, c'est pas évident, quoi. Donc ils sont pas musiciens professionnels, ils vont pas être là tout le temps. Donc il faut arriver à jongler avec ça, avec des gens qui vont pas être là tout le temps. Et en même temps, tu veux monter le niveau, et à la fois, tu as des musiciens, il y avait des musiciens professionnels dedans. Euh, Celui qui a vraiment monté tout le répertoire, tout ça, qui nous a appris tout ça. Parce que moi, j'y connaissais rien, hein, à la batucada avant ça. Ok. J'ai tout appris avec ce gars-là dont je garde l'anonymat. Et donc lui, il connaît vraiment, il est dans ce milieu-là depuis longtemps. Il a vraiment fait un énorme travail de transmission et porter tout ça. Parce que apprendre à puis même gérer un groupe de 25 ou 30 personnes, et parfois en manif, on était à 50 ou 60, Mhm. avec des gens qui sont amateurs et aussi des musiciens professionnels et tout, c'est quand même un très gros boulot, quoi. C'est sûr. Donc il y avait ça. Donc le fait de se dire que en fait une action artistique, ça impacte les gens, ça marque les esprits, ça donne de la crédibilité, Mhm. ça permet d'envoyer un message, et ça fait aussi que les gens peuvent s'arrêter, tu vois, ils s'arrêtent pour écouter, puis là du coup ça donne l'occasion de parler, quoi. Euh, Ah ouais. et t'avais aussi le fait que la musique peut adoucir les mœurs. C'est-à-dire que quand t'es en manif, et on a déjà vu ça plusieurs fois, t'es en manif et ça commence à être un peu tendu avec les CRS et tout. Parfois venir en fait devant, tu viens avec la batucada, avec les instruments, ça peut permettre de redescendre un petit peu. Les gens ils se sentent plus détendus, en tout cas les manifestants. Les CRS aussi. Peut-être, je sais pas si c'est. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait de la musique et que du coup il y a un côté festif, tu vois, qui détend un peu le truc. Et aussi que, enfin, sinon on est là avec les instruments, on va pas aller charger des CRS avec des instruments parce que ça coûte cher, et tu vois. Ah ouais, bah Donc du oui. coup, si t'es là, ils se disent qu'on va pas. Donc je pense que ça c'était un des trucs. Voilà, donc c'était ça un peu les idées, d'aller jouer, tu vois, d'aller soutenir sur des. C'était aussi en fait à la fois donc pour le message et puis aussi pour les gens qui sont sur les manifestations ou qui font des blocages. Toi, quand tu fais un blocage et t'es 8 heures au même endroit à attendre, bah, en fait t'as envie qu'il se passe des trucs aussi. Et si t'as des gens qui viennent jouer de la musique et tu viens danser un peu ou j'en sais rien, c'est aussi, Oh. toi, ça permet qu'il se passe un peu des trucs, quoi. Où il y avait un côté un peu chaud, où des fois il y avait
Le, le Mestré, là, il pouvait faire je sais pas, il racontait des trucs, il fait des petites blagues, des trucs comme ça. Enfin, il y a un petit côté un peu, ouais, un peu chaud, un peu événement, ça anime, quoi, tu vois. Hmm. Ça vient soutenir, tout ça. Je sais que dans les différents blocages et tout ça qu'on a fait, il y a quand même pas mal de gens qui disent ah merci d'être là et tout, c'est cool. Donc voilà, donc ça c'était une manière. Après je me suis un peu retiré de ça et là j'aimerais bien le faire d'une manière différente, tu vois. Du coup, mais en fait, ce- peut-être tu vois avec mes groupes, genre de jouer dans genre pour des actions, des festivals ou des trucs comme ça. On a essayé d'ailleurs une fois avec un groupe de jouer pour un blocage. En fait, ça a foiré, les flics sont arrivés direct. Et ensuite, en plus, moi je leur avais dit, ouais, vous inquiétez, eux ils étaient pas manifestants, enfin, ils étaient pas militants ce groupe-là. Ouais. Et je leur avais dit, ouais, vous inquiétez pas, on joue 1 heure, après on s'en va et tout. Alors, on s'est retrouvé bloqué sur un pont avec des flics des deux côtés pendant 6 ou 7 heures, quoi. Quoi? Mais enfin, vous faisiez rien de mal. Bah, si, on essayait de bloquer l'Assemblée nationale. Oui, Donc, ok. Ah, c'est vu quand comme même, ça, d'accord. c'est quand même pas super légal, quoi. Ah, merde. Mais du coup, trop marrant quoi. Vraiment, alors j'avais dit, ouais, vous inquiétez pas, on joue 1 heure et tout, on s'en va après. Et là, c'était vraiment la journée entière. En plus, il y en a un, c'était son anniversaire et tout. Enfin, Oh, finesse. trop marrant quoi. Ouais. Ben, vous avez géré, enfin, respect à vous. Vous avez duré, attends, mais 6-7 heures, tu me dis, en tenaille par des flics et tout ça. Ouais, Mais bah, yes, eux quoi. non plus. Alors, tu vois, sur un pont, t'as pas de toilette, il y a rien à bouffer. Je sais même, il y a même pas de point d'eau sur ce pont-là. Après, ils nous disaient, ouais, mais vous vouliez bloquer, nous on vous bloque. Tu fais, ouais, bah en même temps. Enfin, c'est pas pour les mêmes raisons, quoi. Non, 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 Ah, bah non, c'est clair. Non, mais ils avaient pas de. ouais. Mais toi, ce truc-là d'écologie aussi. Par exemple, je vois ça chez des musiciens que je connais qui disent en fait, moi, prendre l'avion pour faire un concert et aller, on m'invite au Canada pour faire un concert et je vais faire un vol. En fait, je vais plus le faire, quoi. Genre, Ok. j'ai pas. Une vraie Ça, prise de conscience. voilà, ça, c'est par exemple, ça peut être une manière de se dire, ouais, je vais. Genre, l'avion, de toute façon, c'est un des trucs qu'il faut qu'on limite le plus possible. Toi, moi-même, à chaque fois, je dis ça et pourtant, je me fais des trajets à Cuba tous les ans, là. Mais c'est pour ça que j'essaie C'est. d'y rester vraiment longtemps aussi. Ok. À chaque fois, c'est 1, 2, 3 mois, tu vois. Hmm. Euh, bon, ça après, c'est aussi parce que j'ai pu m'organiser et me permettre d'avoir ce temps-là, tout le monde l'a pas. Mais limiter, ouais, donc limiter les déplacements en avion, ça avec un groupe. Après, je sais pas. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ça vraiment, quoi. Non, mais enfin, je pense que c'est un processus. Mais du coup, enfin, là, bon, ben, on a fait, je pense, on a brossé un peu les grandes lignes de ton parcours de musicien. Et bah, je me demande, après, c'est une question qui est assez intime, hein, donc pas de souci si Mhm. t'as pas envie et tout. Mais genre, maintenant que t'as tant exploré et tu poursuis cette exploration-là, enfin, quel est ton objectif? Est-ce que par exemple tu veux évoluer avec ce groupe Abajadé, enfin, qui te porte toujours dans le style afro-caribéen, ou bien est-ce que tu veux poursuivre cette exploration des différents rapports entre la culture et la musique, enfin, ou bien même autre chose complètement? Bah, de toute façon, il y a 1 milliard de trucs à explorer toujours, hein. Mhm. Du coup, ouais, tu vois, là, par exemple, avec ce groupe Abadjadé, on est en train de sortir notre premier album, là, qui sortira en janvier. On a déjà sorti un single, un clip, puis un autre single. Donc, j'ai beaucoup de mon temps et de mon travail. On est en train de préparer aussi une tournée pour l'été prochain. Tu vois, on a des belles dates avec. On est programmé à Jazz à Vienne. On est en résidence à la Petite Halle de la Villette tous les mois, là, pendant un bon bout de temps. Oh. On invite des artistes cubains à venir avec nous, tout ça. Donc, ce groupe-là enfin, j'y donne beaucoup de temps. Et j'ai envie de continuer, toi, de faire ce qu'on fait, des fusions de chants yoruba avec du jazz, avec de la soul, des trucs comme ça. Après là, j'ai un groupe de reggae qui s'était mis en pause pendant le Covid, mais là qui est en train de reprendre. Où là, normalement, on est en train de préparer un album avec. Toi, je te parlais du groupe Groundation tout à l'heure. Ouais. Sur cet album, il est en collaboration avec le pianiste de Groundation. Donc, tu vois, genre, moi, Attends, mais c'est je un les de écoutais au mes. lycée, c'est que. C'est incroyable, quoi. Ouais, moi, quand j'ai appris ça, et donc lui, il va nous faire un peu la direction artistique, de la production et tout ça. Donc moi, c'est un des gars, tout ce que je connais du reggae, du clavier, tout ce que j'ai appris, c'est en relevant lui, ses disques et tout. Et là, tac, je me retrouve à. Vraiment, Donc ça, le reggae, félicitations. c'est vraiment un truc que je continue. Le jazz aussi, toujours. Et essayer de partir en voyage comme ça. Surtout, en fait, l'opportunité de partir longtemps. C'est Hmm. ça qui est vraiment. Parce que partir
une semaine où c'est déjà pas mal, quoi. Mais en fait, ce qui est vraiment chouette dans ces voyages que j'ai fait là, c'est les liens que tu vas créer avec les gens. Et c'est en fait c'est en parlant avec les gens que tu vas découvrir des trucs, quoi. Et que tu vas te retrouver dans des endroits, comme j'ai pu me retrouver dans une répète ou dans une mini cérémonie, je sais pas où, ou en Inde. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment envie de continuer d'approfondir le plus possible, quoi. Ok. Bah écoute, Thomas, je pense que on peut juste te souhaiter enfin, beaucoup de voyages, beaucoup de succès. Et avec cette, enfin, cette réponse magnifique que tu nous as donnée, j'aimerais qu'on passe vers notre dernière rubrique dans Mhm. l'émission qui s'appelle le Karaeko. Alors, le Karaeko, c'est très simple, le récit pour les auditeurs. C'est une rubrique dans laquelle on te donne en fait des paroles de musique. Il faut retrouver la musique. C'est particulier, c'est un karaoké, mais c'est inversé. Ok. Ok. Ah, ouh là là, attends. Tu me donnes des paroles, il faut que je retrouve quelle Tiens, musique c'est. exactement. Ok. Les paroles, petite nuance, sont traduites. Je sais que tu voyages beaucoup, tu as Ok. déjà beaucoup de langues, là on est sur du français. Ok. Alors, je Aïe aïe rappelle à aïe. mon très cher ami, merci beaucoup Alexandre. Je commence. Si vous avez été mauvais, Seigneur, je parie que vous l'avez été, et vous n'avez pas été touché par des éclats de plomb. Ça commence comme ça. Ok. On sent, Oh là vous là ne là. voyez pas, je vois la sueur, Ouais, mais je vois la sueur qui là c'est monte. dur parce que je me fais régulièrement clasher sur un manque de certaines cultures. Je, non Euh, mais t'inquiète, non, il y a plusieurs niveaux. Là en fait, Ok. on va du plus dur. Ah, d'accord. C'était Ok. le dur de. T'inquiète. Je continue en anglais. Ok. Juste que je dois continuer avec touche française, donc avec l'accent. D'accord. Sweet child in time, you Ah. see the line. Attends, Sweet, sweet. The line that's drawn between the good and the bad. See the blind man. He's shooting at the world, bullet flying. Take in toll. Attention. Est-ce que tu connais? Est-ce que un mot. Est-ce que il y a un Ouais. truc qui t'a évoqué un truc Il y a là. Change in Time. Il y a Deep Purple qui a fait Change in Time, Et j'ai mais pas pris c'est peut-être pas ça. pourtant, mais c'est ça. C'est C'est ça. ça, c'est Non, c'est ça, Sweet Child in c'est Time. ça. Ok, Ouais, mais, très bien. mais merci de t'être prêté au jeu. Ok. On a senti les efforts. Oh là, qui- c'était dur quand même. On a creusé dans l'esprit, mais c'était Child in Time. Ok. Je ne connais pas cette musique. Comment tu l'as découverte, Thomas? Comme je vous ai dit là tout à l'heure, avec les vinyles de mon père. Ok. Et ça, j'ai pas mal écouté au lycée aussi, ouais. Avec les potes Ah. en soirée, tout ça. Ok. Du coup, j'ai des bons souvenirs de soirée à écouter ça sur un vieux téléphone, tu vois. Attends, en mode format MP3 à l'époque et tout. Ouais, c'est ça. Ah Même là des soirées, tu vois, des fins de soirée à zoner, à écouter ça sur des téléphones et à chanter Sweet Child in Time. là. Ah bah écoute, franchement, bah, excellent. Très bien, Merci bravo. franchement de t'être ouvert à nous pendant cette interview-là, Thomas. Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation et très bonne continuation. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup l'initiative là, que vous avez et du coup, je recommanderais ça à mes amis pour écouter. Waouh. Bah écoute, Thomas, bah, encore merci pour ces compliments. Et tout le monde, n'hésitez pas à aller écouter ce que fait Abajadé, parce Ah que bah, Jadé, c'est c'est ça. Abajadé, Ouais. parce que c'est magnifique. Et Jamesty, le groupe de reggae. On mettra les liens Yes. dans la description. Au revoir, Salut à tout le monde. tous, au revoir, ciao. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation enregistré avec la participation de Thomas Selnick. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de l'émission, ainsi qu'à vous, bien évidemment, pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou tout simplement en le partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble de notre actualité sur écolocationpodcast.com et surtout, retrouvez-nous dans un mois pour une nouvelle transmission. Au revoir.